non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. On entend énormément parler, comme vous le savez, du système de santé au Québec et il y a plein de choses qui sont en mutation présentement, il y a plein de choses qui sont en changement. Puis on va en discuter avec Dr Michel Gagné, qui est médecin spécialiste en chirurgie bariatrique et principal actionnaire du centre de chirurgie Carré Westmount, qui vient aussi d'acquérir le centre métropolitain de chirurgie. C'est une sommité en la matière. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, ça me fait plaisir. J'ai toutes sortes de questions pour vous. D'abord, comment ça se fait qu'un médecin s'intéresse comme ça à acheter un centre de soins? Ben, écoutez, comme chirurgien, si on a des centres de chirurgie, ben, on peut contrôler la cédule, l'activité, organiser les soins comme on pense que ça devrait être organisé. Donc, ça aide beaucoup dans l'activité chirurgicale. Et vous voyez que il y a de plus en plus de centres de chirurgie ambulatoire que j'appelle. Mm-hmm. Et aux États-Unis, par exemple, il y en a 8500. Juste pour vous dire comment ça a beaucoup bougé. La chirurgie est passée d'une chirurgie lourde dans les hôpitaux, puis là, on se trouve à faire des chirurgies ambulatoires. Et je dirais que le Canada tire de l'arrière parce que à peu près à 10%, 12% de la population, on devrait avoir quelque chose comme 800 centres de chirurgie ambulatoire. On en a juste quelques-uns. Là, ça se compte sur les doigts de la main. Puis, ben c'est ça. Ça nous permet d'offrir des chirurgies sans liste d'attente, rapidement, avec des bons soins, etc. Oui. Bien, vous avez d'ailleurs œuvré aux États-Unis pendant longtemps, puis je comprends bien qu'ils sont en avance sur nous, mais en même temps, ils ont un autre système. Nous, au Québec, on a un système qui est public, donc c'est jusqu'à un certain point, c'est normal qu'on en ait moins, non? Non, parce que les compagnies d'assurance aux États-Unis qui paient pour les soins, faut s'entendre que quand on est aux États-Unis, il faut s'acheter des assurances pour ces soins. Et eux se sont rendus compte que ça coûtait moins cher de faire les chirurgies dans les centres de chirurgie ambulatoire plutôt que de faire ça dans les grands centres hospitaliers, la façon dont c'est organisé. C'est organisé comme au 20e siècle, là, avec des grosses boîtes, avec des gros départements. Et donc, en faisant ça en ambulatoire, ben, ça coûte bien moins cher. Puis c'est pour ça que maintenant, les compagnies d'assurance aux États-Unis vont payer pour les chirurgies qui sont faites dans les centres de chirurgie ambulatoire plutôt qu'en hôpital. Donc, il faut voir que les coûts de ces chirurgies-là sont beaucoup plus élevés quand on les fait dans les hôpitaux, dans les grands centres. Et on aura avantage, que ce soit public ou privé, à faire ça dans des centres de chirurgie ambulatoire. Puis c'est un des succès ici. Là, il y a à peu près 15% des chirurgies publiques qui sont faites dans les centres de chirurgie ambulatoire au Québec. Et si vous demandez aux patients leur expérience, ils vont vous dire que c'était pas mal positif. Fait que dans le fond, si je comprends bien, mettons que moi je vais chez vous, je m'en vais au privé, mais ça va être payé par le public. Non, nous, il y a deux types de centres de chirurgie ambulatoire. Il y a ceux qui sont participants, puis il y a ceux qui sont non participants. Alors, au Carré Westmount, on est non participant. Ça veut dire que vous êtes obligé de débourser pour votre chirurgie. Il y a des centres qui sont participants et l'État paie pour les chirurgies qui sont faites à cet endroit-là et le chirurgien reçoit ses honoraires via la RAMQ. OK, je comprends. Mais est-ce qu'à ce moment-là, si on trouve ça si merveilleux, est-ce qu'on ne devrait pas abolir le système public puis faire comme aux États-Unis puis se prendre des assurances puis fonctionner à la manière des Américains puis fonctionner avec le privé? Ben, au Canada, il n'y a pas les assurances qui existaient avant les années 70, là, parce que l'assurance hospitalisation est arrivée au Canada, au Québec, en 1961, et l'assurance, la RAMQ, l'assurance maladie pour les honoraires des médecins, c'est arrivé en 1970. Mais avant ça, les gens avaient des assurances et leurs assurances payaient pour l'hospitalisation ou les honoraires des médecins. Donc, ces assurances-là ont disparu. Il va falloir que si on va aller dans cette direction-là, que les assurances puissent offrir ce genre-là. Mais il faut vous dire que, par exemple, on n'a pas d'hôpitaux privés. Il faudrait être capable d'hospitaliser les gens, il faudrait être capable de les traiter en soins intensifs, il faudrait avoir des urgences, il faudrait avoir des unités de transfusion. Là, présentement, les centres de chirurgie ambulatoire, le gouvernement ne permet pas de faire autre chose que des chirurgies d'un jour ou, au pire, moins de 24 heures.
J'ai un peu de difficulté à comprendre comme ce système-là à deux vitesses. Tu sais, dans ma tête, on choisit un côté ou on choisit l'autre côté. Puis, j'ai entendu une entrevue que vous avez faite, puis j'ai lu sur vous prônez une 5e faculté de médecine pour qu'on ait plus de médecins. Mais je me dis, si en bout de ligne, on n'a plus de médecins, on forme plus de médecins, puis là, finalement, ils partent faire un bout aux États-Unis, puis après ça, ils reviennent, puis ils s'en vont au privé. En quoi on va être gagnant en tant que société? C'est le bout où j'ai comme de la difficulté à comprendre. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui manque dans notre système. Par exemple, si on regarde le système d'éducation, vous pouvez envoyer vos enfants dans le système privé ou le système public. Mm-hmm. Mais en fait, le système privé est subventionné à 80-85%. Pourquoi le système privé d'hospitalisation ou de soins au Canada n'est pas remboursé à 80-85%? C'est ça qui manque. Parce que vous payez par vos impôts pour des soins, puis là, les soins, vous les avez pas. Fait que finalement, vous dites, là, moi, je suis tanné, je veux me faire opérer pour ma hanche, il me reste quelques années à vivre, je suis pas pour les passer en douleur. Fait que là, je m'en vais au privé, je vais les payer. Fait que vous avez comme payé 2 fois. En fait, l'État, soit le fédéral ou le provincial, devrait vous rembourser les frais qui sont faits au privé, comme ça se fait dans l'éducation. Alors ça manque, je pense. Oui, je comprends, mais je vous retourne la question de l'autre côté. Si on est, mettons, en attente d'une chirurgie, puis on se fait dire qu'il n'y a pas de médecin, mais je pourrais vous retourner la balle en disant, ouais, mais c'est parce que mon médecin, il est au privé présentement, donc il y a moins de disponibilité pour des médecins au public? Bien, écoutez, il y a juste 3% des médecins au Québec, 3% et quelques fractions, qui sont au privé. 97% des médecins là, au Québec sont au public. 3%, c'est pas beaucoup. Puis, il ne faut pas diaboliser la chirurgie ou la médecine au privé. Ça prend très peu de ressources par rapport au total. Ça prend pas plus que 3% de toutes les ressources. Puis quand je dis qu'il y a 3% des médecins qui travaillent au privé, la majorité, c'est des médecins de famille ou des médecins généralistes. Il y a très peu de spécialistes qui travaillent au privé. Donc, c'est faux de dire que le privé prend toutes les ressources puis qu'il n'y en a pas pour le public. Il reste à peu près 98% des ressources pour le public, là. S'il manque d'infirmières puis il manque de personnel au public, c'est parce qu'il manque de personnel au total. C'est pour ça que j'ai dit qu'au Québec, il y a 1,4 million de personnes qui n'ont pas de médecin de famille. Ben, si au ratio de 3 médecins par 1000, puis là, on est conservateur parce que l'OCDE dit qu'on devrait avoir 3,5 médecins par 1000 habitants. Au Québec, au Canada, on a 2,8 médecins par 1000 habitants. Donc, 1,4 million de personnes qui n'ont pas de médecin de famille, ça représente 4200 médecins qui manquent au Québec. Et ça, c'est que le début, parce que là, il va y avoir énormément de médecins qui partent à la retraite. Ben oui, tu sais, moi, j'ai au-dessus de 60 ans, je vais prendre ma retraite dans les 5 prochaines années. Il y en a 6000 comme moi qui vont faire ça dans les 5 prochaines années. Ça veut dire qu'au total, il va manquer 10 000 médecins au Québec. Mais ça, c'est un phénomène mondial. Aux États-Unis, il va manquer entre 125 000 et 150 000 médecins dans les prochaines années. C'est 6 fois le nombre total de médecins au Québec. Alors, imaginez où est-ce qu'ils vont essayer d'aller les chercher. Ils vont venir les chercher ici. Ils vont venir les chercher au Canada parce qu'ils sont bien formés, parce qu'ils parlent la langue, parce qu'ils travaillent bien, ils travaillent fort. Ils vont aller les chercher, puis ça va accentuer la pénurie qu'on a. C'est pour ça que je dis, ça prend une 5e faculté. Ouais. Puis les autres provinces ont bougé. Il y a 5 nouvelles facultés de médecine là, qui vont sortir dans les 2 prochaines années. Il y en a en Ontario, en Colombie-Britannique, à l'île du Prince-Édouard, qui n'y en avait pas, à Nouvelle-Écosse. Puis là, on va se retrouver avec 21 facultés de médecine au Canada, puis on reste encore avec 4 au Québec, ce qui représente moins de 20% de toutes les facultés de médecine au pays. Mais on est plus que 20%, on est 25% à peu près de la population. Puis aussi, il y a des francophones du Nouveau-Brunswick qui viennent se former pour faire des médecins au Nouveau-Brunswick. Donc, on devrait avoir une 5e faculté. Il me semble que les faits sont là. Je suis entièrement d'accord avec vous. Après ça, mettons qu'on en forme plus. Comment on fait pour les garder ici? Parce qu'on va se le dire, aux États-Unis, c'est attrayant. Là. Donc, comment on fait pour les garder ici? Vous devez avoir votre petite idée là-dessus. Oui. Mais j'ai passé 15 ans aux États-Unis. Je suis parti dans une période, là, en 1995, où les budgets pour la santé avaient été coupés de façon énorme. On avait même mis des médecins à la retraite de façon anticipée. Je pense que ça prend
Moi, dans mon cas, c'était pas une question de rémunération, c'était plus une question d'avoir les moyens de faire de la chirurgie avancée, de faire de la recherche, de faire de l'innovation. Je pense que ça, c'était super important pour moi à ce moment-là. Puis pour les jeunes que je vois arriver, là, pour eux autres aussi, c'est d'avoir la possibilité de faire des nouvelles choses, d'avoir de la nouvelle technologie, puis d'inventer. Donc, il faut leur donner les moyens pour satisfaire leur curiosité scientifique et l'évolution de cette pensée-là. Je comprends. Puis il ne faut pas leur empêcher, dans le fond, d'avoir leur clinique au privé puis de faire un partenariat à mon avis, pour eux autres, public et privé. Oui, à mon avis, les centres de chirurgie ambulatoire privés, les cliniques privées, même peut-être dans le futur des hôpitaux privés, si c'est bien géré et que l'État paie pour ces services-là, pour les patients, comme ça se fait en France. Il faut voir qu'en France, à peu près les deux tiers des chirurgies sont faites dans des hôpitaux privés et des cliniques privées. Pourquoi? Parce que l'État s'est rendu compte que ça leur coûtait moins cher, c'était plus efficace de faire les chirurgies usuelles, les chirurgies à grand volume, dans des centres qui étaient gérés de façon très serrée. Pour l'État, ça reviendrait moins cher. Est-ce que pour vous, c'est plus payant de le faire dans votre clinique au privé versus le faire à l'hôpital public? Bien, il faut savoir que la majorité des médecins qui décident d'aller travailler au privé, c'est pas une question de rémunération. En fait, souvent, ils sont mieux rémunérés au public qu'au privé. C'est qu'ils ont des meilleures conditions de travail. Il n'y a pas nécessairement toutes les gardes. Il n'y a pas à travailler dans le milieu de la nuit. On veut travailler 3 jours semaine, 4 jours semaine. On veut faire des choses particulières. Parce que quand vous allez dans un grand hôpital, vous avez des obligations parfois qui ne sont pas désirables ou qui sont pas alignées avec vos objectifs. Par exemple? Donc, Par exemple? Ben, par exemple, ils vont vous obliger de faire toutes sortes de consultations dans des domaines que vous n'êtes pas expert, vous ne vous sentez pas à l'aise. C'est ça. Donc, en travaillant dans des centres de chirurgie ambulatoire, vous faites surtout de ce qu'on appelle la chirurgie élective et spécialisée. Donc, à ce moment-là, c'est la même chose avec les infirmières. Les infirmières qui sont obligées de faire un certain nombre de travail, ils vont vous obliger de faire des quarts dans la nuit, les fins de semaine, dans certains départements que vous voulez pas travailler. Vous êtes spécialisé, par exemple, en psychiatrie, puis là, ils vous obligent d'aller à l'urgence. Vous vous sentez pas à l'aise. Donc, les infirmières qui viennent travailler, par exemple, dans les centres de chirurgie ambulatoire ou les cliniques privées, ils veulent faire un certain nombre d'heures, un certain nombre de jours. Puis, on a des horaires flexibles qui leur permettent de travailler. Alors, l'hôpital public pourrait s'adapter puis faire des choses comme ça. Ça permettrait de les garder. Puis quand, mettons, un médecin travaille au privé, là, il est payé à l'opération ou il est payé à un tarif? Mettons que pour vous, là, faire une chirurgie j'ai de la misère avec ce mot-là. Bariatrique. Bariatrique. Vous êtes payé combien pour faire votre chirurgie? Vous êtes à l'heure ou vous êtes pour la chirurgie? Moi, j'ai été 15 ans aux États-Unis. Mm-hmm. Puis pendant 15 ans, j'ai été à salaire. Okay. Alors, il y a un mythe à savoir, là, quand vous allez aux États-Unis, vous allez être rémunéré là, de façon faramineuse pour vos chirurgies. Ben, quand j'ai travaillé à Cleveland Clinic, à Mount Sinai, à Manhattan ou à Cornell, ou même que j'étais chef de chirurgie à Miami, j'ai toujours été à salaire. J'étais soit un employé de la faculté de médecine ou un employé de l'hôpital. Mm-hmm. Alors, quand j'arrive ici au Québec, je suis complètement un travailleur autonome. Et pour chaque chirurgie que je vais faire, je suis payé à l'acte. Alors que je travaille dans un hôpital public ou dans une clinique privée, je suis payé à l'acte. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Donc, l'acte est payé avec des tarifs qui sont négociés avec la RAMQ là, au public. Et puis, c'est la même chose. Vous faites une liste de tarifs là, pour la chirurgie privée. Je disais d'entrée de jeu que vous êtes une sommité. Vous venez d'inventer une nouvelle façon de faire pour des chirurgies bariatriques, donc des chirurgies au niveau intestinal, entre autres. C'est le système magnétique qu'on appelle. Donc, on ne sera plus ouvrir, on va le dire comme ça, puis on va passer avec l'aide d'aimants. Ben, c'est ça. Il faut dire que pour faire des connexions entre l'intestin, l'estomac, ou les différentes composantes par le côlon, etc., dans la chirurgie digestive, la chirurgie de l'abdomen, il faut faire des connexions.
Puis, anciennement, on faisait ça avec des sutures ou des agrafes. Et ça permettait de connecter les choses ensemble. Mais c'est pas 100%. Ça guérit pas aussi bien. Il y a des corps étrangers. Ça peut saigner, ça peut fuiter. Puis quand ça fuite, on se retrouve avec des abcès ou de l'infection, puis on peut mourir. Ça fait que... on a revisité un concept qui s'appelle les connexions par compression. Donc, en comprimant la paroi intestinale avec une autre paroi intestinale, les deux peuvent se fusionner. Puis ça peut se faire avec des aimants. Et là, présentement, on a fait beaucoup de recherches dans les derniers 4 ans et on s'est rendu compte que les aimants peuvent être avalés. Puis quand on avale l'aimant, ça passe dans l'estomac, ça s'en va dans l'intestin, puis on peut en avaler un deuxième. Puis ce deuxième aimant-là va continuer de descendre, puis à un moment donné, les deux vont se mettre en contact dans l'abdomen. Il faut absolument vérifier là, qu'ils sont à la bonne place, puis on est obligé pour l'instant de faire une petite laparoscopie pour vérifier la position, mais éventuellement, dans le futur, on va être capable de mettre les deux aimants à la bonne place sans chirurgie. Puis ça fait des connexions. Ça prend 3 semaines. Donc, aussitôt qu'on a mis les deux aimants en bonne place, les gens retournent chez eux, les gens retournent travailler, les gens peuvent regarder la télé, vous écouter la radio, puis à ce moment-là, la connexion se passe. Et c'est vous qui avez inventé ça? Ou vous et un groupe? Écoutez, l'anastomose par compression, c'est un concept là, qui existe depuis une centaine d'années, mais ces aimants-là, linéaires, avalables, c'est nous qui avons inventé ça, c'est nous qui avons patenté ça. Et on a fait une compagnie, il y a une petite manufacture, puis on aimerait en produire à Montréal. On est en négociation avec Investissement Québec, le gouvernement fédéral, pour faire une manufacture à Montréal qui serait pour faire des aimants qui seraient produits et distribués à travers le monde. Dans le fond, vous êtes devenu un homme d'affaires. C'est un peu ça qu'on comprend. C'est venu pas mal sur le tard parce que pendant 25 ans, j'ai été dans le milieu académique à faire beaucoup de recherche, développement, inventer des procédures chirurgicales, faire de l'enseignement aux résidents, aux internes, aux étudiants en médecine. Puis à un moment donné, vous vous rendez compte que vos idées sont volées par les grandes compagnies. Fait qu'à un moment donné, vous dites, là, peut-être que je devrais profiter mes idées puis continuer à les faire fructuer. Mais ça m'a pris 25 ans pour comprendre ça. Dernière petite question. Le Centre métropolitain de chirurgie que vous venez d'acquérir, c'est un centre qui est spécialisé. C'est un centre qui est même reconnu pour l'affirmation de genre au Canada et même à travers le monde. Je ne savais pas que Montréal faisait partie de la plaque tournante de ce genre de changement-là. Mais c'est vrai. Premièrement, le Québec a la plus grosse concentration de centres de chirurgie ambulatoire au Canada et c'est la place numéro 1 pour le tourisme médical et chirurgical. Ah ouais, hein? Absolument. Il faudrait continuer dans cette veine-là. Moi, je pense qu'on a tout ce qu'il y a nécessaire pour devenir, entre guillemets, une Mayo Clinic là, du Canada. Et parce que la qualité des chirurgiens, la qualité de la médecine, de la chirurgie qui est réalisée ici à Montréal, souvent les gens ne réalisent pas ça, mais de qualité mondiale et internationale. On pourrait attirer des gens de partout dans le monde venir se faire opérer ici. Pourquoi pas? Ça se fait à Cleveland Clinic à Cleveland, ça se fait à la Mayo Clinic, les gens vont à Boston ou à New York pour se faire opérer, mais ils pourraient venir à Montréal aussi. Oui, mais là, tantôt, vous nous avez dit qu'on manquait de médecins. Si on prend nos médecins pour prendre un Norvégien qui veut changer de genre, on n'est pas gagnant-gagnant, là. Oui, mais on peut attirer des médecins internationaux qui viendraient travailler dans des cliniques de très haut niveau. Donc, on irait chercher d'autres médecins pour s'assurer qu'on a un nombre suffisant de médecins. Bon, on a beaucoup de demandes. Il y a des gens qui veulent venir travailler ici à Montréal, qui viennent de la France, du Brésil, d'un peu partout. Donc, c'est possible. C'est possible. Dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que ces médecins-là qui vont venir ne touchent pas au système public. C'est pas des médecins du public que vous amenez pour faire ce genre de transformation-là. Ça se peut qu'il y ait des... Vous savez, la loi Barrette, là, elle nous a obligés d'être soit au public, soit au privé. À mon avis, ça ne devrait pas exister. Cette loi-là devrait tomber. Les gens devraient être capables de travailler autant au public qu'au privé s'ils veulent. C'est l'endroit
l'endroit où on travaille qui décide si c'est privé ou public. Mais quand vous allez dans des pays comme la France, différents pays européens, les gens travaillent au public, font leurs heures publiques, puis souvent le soir, ils vont aller travailler au privé pour avoir une activité privée. Pire que ça, quand j'ai été opéré patient à Genève, je me suis rendu compte que le CHU de Genève avait un étage complet qui était privé. Vous avez des chirurgiens en France, à peu près dans tous les hôpitaux, qui peuvent avoir une activité privée à l'intérieur de l'hôpital public. Alors, il y a différents pays qui ont accepté que les gens peuvent avoir des activités privées et publiques, tout dépendant du lieu et de la définition. Ici, au Québec, là, on a décidé qu'il fallait que tu sois un ou que tu sois l'autre. Et puis, moi, je pense que la séparation n'est pas nécessaire. Mais dans les faits, c'est parce que ça ne roule pas au privé, au public. C'est pour ça que tout le monde semble un peu détester. Non. Si ça roulait, ça ne dérangerait mais pas ça qu'il y roule en ait qui aillent au privé. Ça roule pas parce qu'il manque de chirurgiens ou que le chirurgien n'est pas là. Ça roule pas parce qu'ils n'ouvrent pas les salles d'opération. Fait que là, les chirurgiens là, qui ont été formés, dans mon cas, ça a pris 12 ans de formation. Vous avez 12 ans de formation, puis quand j'ai commencé à l'Hôtel-Dieu de Montréal, en 1990, on n'avait même pas une salle d'opération par semaine pour moi. Je comprends. Alors, imaginez que je faisais les 4 autres journées, là. Les chirurgiens peuvent travailler au privé une journée, peuvent travailler, quand ils leur donnent du temps opératoire, ils peuvent travailler au public, mais c'est ça. Fait que là, en travaillant dans 2 places, vous pouvez doubler le nombre de volumes que vous allez faire, vous allez diminuer la liste d'attente. Oui, en bout de ligne, c'est ce que tout le monde veut. Médecin, chercheur, homme d'affaires, la politique, ça vous tente pas? Non. Non? Parce que pourtant, vous avez plein d'idées là, pour notre système de santé. Oui, on peut être conseillé. Ah, d'accord. C'est bien compris. Bonne chance pour la suite. On m'a expliqué qu'il y avait plusieurs phases qui s'en venaient, plusieurs autres peut-être investissements. Alors, on aura peut-être la chance de se reparler. Docteur Michel Gagné, un grand merci de votre passage en studio. Ça me fait plaisir. Merci.